Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous êtes dans le monde du travail, vous avez probablement entendu parler de la génération Z, tant celle-ci questionne des normes qui semblaient pourtant jusqu'à présent évidentes, par exemple le devoir d'obéissance à son employeur, pouvant impliquer de devoir participer à des actions contraires à ses valeurs, ou l'obligation implicite pour les cadres de faire passer le travail avant sa vie privée. Oui, clairement, cette génération bouscule l'ordre établi, ce qui lui vaut souvent d'être considérée comme réfractaire à l'autorité, paresseuse ou désengagée. Mais est-elle vraiment telle qu'on la désigne, ou ces qualificatifs ne sont-ils qu'un moyen pour les générations précédentes de se protéger face à des changements qui effraient ? Qu'est-ce qui pousse la génération Z à remettre en question le rapport au travail de ses aînés ? Et ces questionnements qui nous dérangent seraient-ils finalement une opportunité d'évoluer vers un monde plus juste et plus soucieux des enjeux qui le traversent ? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Élodie Gentina. Docteur en sciences de gestion, Élodie Gentina conduit des recherches sur la spécificité des comportements de la génération Z. Elle est autrice de différents ouvrages sur le sujet, dont le dernier, Manager la génération Z. Bonjour Élodie et merci d'avoir accepté mon invitation dans Jusqu'à nouvel ordre. Bonjour Laurence, merci pour cette invitation, avec plaisir. Alors, tout d'abord, comment se définit et se caractérise la génération Z? Quels sont ses besoins, mais peut-être aussi ses peurs? Alors, quand on parle du terme de génération, bien évidemment, le terme de génération désigne un ensemble d'individus qui sont nés à la même époque et qui ont globalement le même âge. Donc, au-delà de la cohorte d'âge, le terme de génération, ce qui est important, c'est vraiment un ensemble d'individus qui ont un destin commun. Donc voilà, ils ont vécu des événements marqueurs qui construisent les individus que nous sommes. Par exemple, la génération Z a traversé des événements marqueurs tels que la crise de la Covid-19, les guerres en Ukraine, les gilets jaunes, voilà, tous des événements qui ont marqué cette génération-là. Et on appelle la génération Z l'ensemble des individus qui sont nés après 1995, en gros, c'est-à-dire pendant la 4e révolution numérique. Donc, plutôt que parler de termes de génération, je préfère utiliser parfois le terme de jeune ou digital native, mais on pourra revenir là-dessus, puisque voilà, tous les jeunes ne sont pas forcément les mêmes. Et il faut faire attention quand on utilise le terme de génération, parce qu'on tend à accentuer les similarités et pas forcément à percevoir les différences. Donc, quand on parle des jeunes aujourd'hui, on voit que les jeunes ont des besoins qui sont bien spécifiques et qui sont distincts des autres générations, hein. Par exemple, les jeunes de la génération Z recherchent des missions qui répondent aux enjeux aujourd'hui environnementaux et sociétaux actuels. Ils ne veulent pas d'emploi qui n'a pas de sens pour eux. Ils ont besoin de se sentir utiles et grandir dans l'entreprise. Ils attendent aussi, cette génération-là attend de l'entreprise qu'elle propose une organisation du travail flexible. Ils ne sont pas forcément pour le télétravail parce qu'ils sont heureux d'aller dans l'entreprise, mais ils souhaitent avoir des horaires de travail qui soient plutôt aménagés. Ils recherchent de la liberté et ils choisissent aussi leur espace de travail. L'importance aussi pour cette génération-là, c'est la santé mentale, la santé morale, le bien-être en entreprise. Ils accordent beaucoup d'importance à une entreprise qui apporte des solutions par rapport à ces questions-là liées au bien-être. Et c'est l'un des facteurs les plus importants avant même la rémunération. Le management, c'est aussi un besoin, un enjeu qui doit être pris en compte par les entreprises. Les jeunes ne veulent plus être managés de façon verticale. Ils mettent un point d'honneur à l'égalité entre le manager et eux, leurs collaborateurs. Et donc, ils veulent rechercher plutôt un management agile, transversal, un manager coach.
Après, un autre point important, quand j'ai mené une étude auprès de 2500 jeunes et j'ai cherché à comprendre mais quels sont les facteurs d'engagement, un des premiers facteurs qui ressort, c'est l'esprit d'équipe. L'entreprise doit être un facteur social et les jeunes recherchent et ont besoin de travailler dans une bonne ambiance. Ils veulent construire des liens forts avec leurs collègues et d'ailleurs, ils sont même plus fidèles à leur équipe que à l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a quand même des contradictions ou des ambivalences, mais pour moi, c'est plutôt des complémentarités. Quand on parle de jeunes, on dit qu'ils sont hyper connectés et au-delà de l'hyperconnexion, on voit qu'ils ont besoin de garder un lien physique avec leurs collègues. Ils ont besoin de se rendre en entreprise puisque l'entreprise est un lieu de socialisation et d'expérimentation pour eux. Et on voit que les jeunes sont vraiment porteurs de nouveaux enjeux. Ils poussent les entreprises à se transformer. Et on voit que de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix puisque voilà, d'ici 2030, 50% des postes seront occupés par cette nouvelle génération-là. Alors, au-delà des besoins, ils ont aussi des peurs, Oui. bien évidemment. On qualifie aussi cette génération-là de génération anxieuse. L'anxiété, elle augmente chez les jeunes qui sont décrits comme vraiment sensibles avec une attitude parfois trop prudente, ce qui peut risquer de leur faire manquer des expériences de vie. Et la crise de la Covid-19 a aussi suscité une accélération des questionnements par rapport aux questions liées à l'RSE, à plus de peur, à plus d'anxiété, de la solitude, voilà. Et donc ces jeunes ont besoin de se sentir rassurés, ils ont besoin de se sentir aimés, ils ont besoin voilà, de refaire de la méditation pleine conscience pour vivre l'instant présent et ils ont un grand besoin de sécurité. Et donc, on pense qu'ils pourraient peut-être passer à côté de certaines expériences de vie, puisqu'une grande partie aussi de leur activité sociale, elle demeure virtuelle, puisqu'ils sont beaucoup aussi Mm. sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux peurs qu'ils peuvent avoir. D'accord. Ok. Bah déjà, ça permet de situer, merci, cette génération. Et donc, vous l'avez dit, on imagine qu'elle n'est pas complètement homogène. D'ailleurs, aucune génération, bien entendu, n'est complètement homogène. Quels écarts constate-t-on justement au sein de ces jeunes, de cette génération Z? En effet, je pense qu'il serait réducteur de considérer tous les individus appartenant à une même génération comme partageant exactement les mêmes attitudes, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, ou voilà, pour moi, le terme de génération X, Y ou même Z peut être trop réducteur puisqu'on tend en fait à aller uniquement sur l'homogénéité. Et on ne tient pas forcément compte des différences sociales, géographiques ou même de genre qui ont aussi un impact sur toutes ces générations-là. Donc pour moi, le terme de génération, il doit être utilisé, mais pour souligner à la fois les ressemblances, mais aussi les différences. Dans certains cas, on a envie d'insister sur les formes que peuvent prendre les différentes étapes de la vie et la façon dont les générations les suivent plus facilement que d'autres. Et dans d'autres cas, on va aller sur les mécanismes d'appartenance à une génération qui sont mis en lumière et la façon dont un événement historique va s'ancrer dans l'esprit de ceux qui la vivent. Donc on a des caractéristiques clés qui pour moi sont plutôt non pas liées à la génération, mais plutôt aux étapes de la vie ou à l'âge des individus, plutôt qu'à l'appartenance à une génération. On voit bien qu'il y a des jeunes générations qui paraissent, par exemple, on dit plus narcissiques, plus rebelles, notamment voilà les Z. Mais pour moi, c'est non pas parce que les Z sont différents des autres générations, mais peut-être que c'est parce que le fait d'être narcissiste, c'est quelque chose qui est propre à la jeunesse. Le fait d'être rebelle et de remettre en cause l'autorité, c'est quelque chose qui est propre à la jeunesse et tout jeune, Mm. voilà, a remis en cause un moment dans sa vie l'autorité ou le fait d'accorder beaucoup d'importance au selfie et à soi-même. Donc, je pense que la variabilité au sein d'une même génération, elle est totalement possible et parfois elle est même plus grande que entre les générations. Et donc les individus sont plus différents au sein même parfois d'une même cohorte qu'entre les générations. Donc c'est important de déplacer le centre d'intérêt du Mm. management de différence entre les générations plutôt vers un management des perceptions relatives aux générations. Parce qu'autrement, on va rester sur des stéréotypes, on va rester sur un agisme moderne et on va tendre à dire, bah voilà, les jeunes sont tous les mêmes. Et en effet, on a des différences selon le milieu social, on a des différences selon le niveau d'études, selon la culture, selon l'appartenance à un pays ou à une culture collectiviste comme l'Asie ou une culture individualiste comme l'Europe. On va avoir
des différences selon des critères sociodémographiques, mais on a aussi des différences à l'intérieur même d'une génération et pas uniquement entre les générations. Alors, diriez-vous qu'elle entretient un rapport au monde, même si cette génération n'est pas homogène comme aucune des générations, et c'est tant mieux d'ailleurs, diriez-vous qu'elle entretient un rapport au monde différent des générations précédentes? Alors, oui, si par exemple on est sur le rapport à l'engagement dans le monde du travail, on voit que par rapport aux autres générations, il y a une évolution. Si on prend l'exemple des baby-boomers, ceux qui sont nés dans les années 45 à 64, il y avait un rapport de dévouement ou une fidélité qui était vraiment absolue à l'entreprise. L'entreprise, à cette époque, était éducatrice, socialisatrice, intégratrice. Le travail conférait une identité sociale, un statut social, un pouvoir d'achat. Et la génération des baby-boomers vivait pour et par le travail. Et donc, on comprend d'ailleurs pourquoi la génération des baby-boomers est même à un rapport de subordination élevé à l'entreprise, une Mm. relation donnant-donnant qui s'explique par le poids et le rôle très important de l'entreprise dans la société. Et donc, ils avaient un devoir de loyauté qui était très fort, un dévouement très fort pour l'entreprise. La génération suivante, la génération X, ceux qui sont nés dans les années 65 à 79, on voit que c'est une génération qui est un peu en perte de repères. Ils ont remis en cause la fidélité, puisque on voit que le chômage a fait son apparition, que les X se sont retrouvés dans un contexte social et économique qui a été perturbé. Ils sont confrontés au licenciement. On voit qu'ils sont face à un ascenseur social en panne. Et donc, l'apport du travail et le rôle de l'entreprise a été remis en question. Et donc, ils ont un rapport moins dévoué à l'entreprise par rapport aux baby-boomers, mais un rapport plus équilibré. Et la génération Y, la génération suivante, les digital migrants, ceux qui sont nés dans les années 80 à 95, qu'on appelle les millennials, eux, ils sont sur une relation gagnant-gagnant. On voit que la fidélité et l'engagement s'est transformé. Les Y, ils ont vu leurs parents travailler toute une vie ou presque dans la même entreprise jusqu'à la retraite. D'autres ont vu leurs parents s'épuiser avant de la retraite ou se faire remercier du jour au lendemain après des années de dévouement. Ils se disent, mais je vois que l'entreprise ne peut plus me promettre ce qu'elle promettait, comme elle promettait à mes parents. Et donc, il y a une sorte de désillusion dans le rapport à l'entreprise. Et donc, ils attendent moins de l'entreprise, les Y. Et donc, il y a un rapport à l'entreprise qui est plus collaboratif et qui se transforme en une relation gagnant-gagnant. Et enfin, les jeunes dont on parle, les Z, ceux qui sont nés après 1995, on voit que le rapport à l'entreprise, le rapport à l'engagement a été transformé. On parle beaucoup aujourd'hui de fidélité sociale collaborative. Ils ont construit, ces jeunes, un rapport qui est beaucoup plus affectif au travail. Ils recherchent de la connexion en termes de sens et de valeur. On voit qu'on n'est plus sur un type de dévouement enfant, mère nourricière, qui était l'entreprise, qui était une mère nourricière. Aujourd'hui, on est sur un rapport qui est différent, un peu comme un couple amoureux où chacun se choisit, chacun se respecte, chacun se fait grandir. Et donc, avec l'arrivée des aides d'entreprise, on passe d'une fidélité absolue, comme c'était le cas avant, à une fidélité sociale, voire même collaborative. Donc, on voit que les choses évoluent. Et vous voyez, l'engagement ou la fidélité, elle existe toujours. Les termes et les concepts forts existent toujours, mais on a une sorte voilà, d'évolution. Et pourquoi? Parce que d'un point de vue anthropologique, si on reprend la théorie de l'autodétermination, les êtres humains ont des besoins psychologiques innés. Et un des besoins innés, c'est le besoin d'appartenance à une communauté. C'est le besoin de s'engager. Et ça, tout le monde l'a, quelle que soit la génération. Mais on voit que la manière avec laquelle l'engagement a évolué est différent d'une génération à l'autre, puisqu'on a vécu des événements différents de vie, en fait. Ouais. Ce qui fait que le travail ne soit plus complètement au centre de leur existence comme les générations précédentes. Exactement. Mhm. Et alors, quel regard, pardon, la génération Z porte-t-elle sur notre société actuelle? Aujourd'hui, les jeunes, marqués aussi par toutes les crises, hein, le terrorisme, la montée des violences collectives, la crise de la Covid, voilà, il y a énormément de choses qui montrent qu'en fait, les jeunes tendent à décrire, donc les jeunes français, hein, tendent à décrire un monde incertain, qui a été divisé et en crise et qui va effacer aussi les repères et qui va confiner une certaine angoisse. Ils tendent à être inquiets lorsqu'ils envisagent le monde de demain, puisque le monde voilà, a été conçu comme une conjonction de crises. On a eu des crises environnementales avec l'aggravation du réchauffement climatique et ses conséquences. On était face à des crises politiques, sociales et économiques avec l'accroissement des inégalités, des politiques condamnées à l'inaction. On voit aussi que de manière très sensible, morale et philosophique, les jeunes rencontrés, voilà, que je rencontre aussi tous les jours, deviennent un monde d'hommes et de femmes qui tendent à être aussi un peu plus individualistes, rongés parfois par leur ego au détriment des solidarités. Et ça, c'est ce que disent aussi les jeunes.
On s'est senti comme une génération un peu oubliée, sacrifiée. On a passé beaucoup de temps à parler des seniors et peut-être un peu moins de nous. Et donc, parfois, ils estiment ne pas avoir toute leur place dans cette société qu'ils perçoivent comme incertaine. Et donc, les jeunes vont construire d'autres repères. Et donc, leurs propres repères pour eux, c'est ils vont les trouver dans trois grands socles, qui est la famille, le travail et le temps libre. La famille est pour eux une valeur de refuge. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On sait qu'un des premiers agents de socialisation dans le monde dans lequel on vit, c'est la famille. Mais depuis la crise de la Covid, elle a eu un effet vraiment très important. Le noyau familial, dans un monde angoissant, la famille demeure un des premiers critères, une des premières valeurs, voilà, de sécurité pour les jeunes. Et donc, les jeunes parlent beaucoup aujourd'hui même de solidarité générationnelle. Après, le travail, c'est un vecteur social. Dans un contexte économique tendu, les jeunes comprennent bien qu'ils doivent construire leur socle de compétences dans le monde du travail et donc ils attendent de l'entreprise une entreprise apprenante, partageante, dans laquelle ils vont pouvoir se former. Donc le travail est important, même si aujourd'hui il y a un autre rapport au travail, puisqu'ils accordent aussi beaucoup d'importance aux loisirs. Les loisirs, pour eux, c'est un moyen non pas d'occuper du temps, mais c'est aussi, les loisirs montrent une réelle portée aspirationnelle. Le temps apparaît comme une valeur indispensable aujourd'hui à leur épanouissement. Et c'est à travers leur passion, le sport, la famille, la vie associative, que les jeunes souhaitent accomplir et souhaitent s'accomplir et souhaitent s'épanouir à la fois dans le travail, mais aussi dans d'autres choses. Ouais, ils utilisent plus de dimensions en fait pour pouvoir s'accomplir que les générations précédentes. Ouais. Exactement. Plusieurs plans. Le travail n'est plus au centre de leurs priorités. Aujourd'hui, il y a d'autres centralités de vie pour eux. Et oui, et du coup, ça change le rapport au monde, forcément. Alors, quels sont les ordres établis, ces normes sociales qui apparaissent comme des évidences? J'en citais deux dans l'introduction. Quels sont les ordres établis que questionne la génération Z et pourquoi? Je citais tout à l'heure le devoir d'obéissance par rapport à son employeur, ou bien pour les cadres, eh bien effectivement, de devoir faire passer sa vie professionnelle avant sa vie privée. Est-ce qu'il y a d'autres ordres établis que questionne cette génération Z et pourquoi? Bah, on voit, ça c'est clair, ce fameux devoir de loyauté à l'entreprise, le devoir de fidélité, d'obéissance à son employeur, l'obligation implicite de faire passer son travail avant sa vie privée ou de devoir toujours progresser de manière professionnelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine remise en cause par rapport à tout ça. Aujourd'hui, 83% des jeunes se décrivent comme job hopper, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un job et en même temps, ils recherchent un autre job en même temps. Et ça ne prive pas justement des infidélités à leur employeur, mais le trait majeur de la jeunesse, c'est bien son inconstance et sa salabilité qui rendent difficile la possibilité d'avoir main prise sur cette génération. Aujourd'hui, avant, le salaire pouvait suffire. Aujourd'hui, on voit que le salaire ne suffit plus pour les retenir dans l'entreprise. Ils attendent d'autres choses. Ils veulent être porteurs de sens, ils veulent être travailleurs, mais aussi considérés comme un citoyen. Ils vont rechercher justement un travail qui est porteur de sens, dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Les mobilités qu'envisagent aussi les jeunes sont moins internes. Par exemple, avant, on parlait de faire carrière, de gravir les échelons dans l'entreprise. Les jeunes aujourd'hui ont un rapport à l'avenir qui est complètement différent. Ils ont un rapport à l'avenir à l'instant présent. On est dans une société de l'immédiateté. Et donc, pour eux, voilà, la notion de métier, par exemple, qui était un ordre établi, est en train de se remettre en cause. Aujourd'hui, même le CDI, ils le remettent en cause. Ils vont même poser la question, mais un CDI, ça veut dire que je suis obligée de m'enfermer dans cette entreprise toute une vie ou j'ai la possibilité de pouvoir travailler ailleurs et donc j'ai préféré parfois choisir des jobs ou des missions dans lesquelles je vais pouvoir garder une certaine liberté. Donc, on voit que face à ces changements de paradigme, les managers sont obligés de s'adapter et de repenser leur pratique. Et la dimension professionnelle et la carrière doivent être replacées avant tout dans le cadre humain et dans des projets de vie. Donc l'entreprise n'offre plus seulement le Graal d'un emploi stable. Voilà, même aujourd'hui, les jeunes remettent en cause aussi le fait d'être fonctionnaire, la sécurité de l'emploi, alors qu'avant, on arrivait à les capter par la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, même la sécurité de l'emploi et le même emploi toute une vie, ça leur fait peur. Et donc, l'entreprise n'offre plus seulement le Graal d'un emploi stable, la rémunération associée, mais elle doit accompagner un projet professionnel global qui s'insère véritablement dans un projet de vie du collaborateur. Et donc, les jeunes aujourd'hui sont dans une attente d'une relation beaucoup plus générale, beaucoup plus holistique, centrée sur l'humain, centrée sur les projets, centrée sur leurs ambitions. Et donc, c'est pourquoi
On va aussi prêter plus d'attention aux soft skills, donc des compétences qui sont humaines, qui vont représenter un véritable enjeu aujourd'hui au-delà des hard skills. Et donc, il faut aussi faire preuve de plus de flexibilité à la fois dans le cadre spatial et dans le cadre temporel du travail. De gros changements, hein, aux précédentes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est son rapport à l'autorité? Alors là aussi, il y a des changements, hein. Le jeune ne reconnaît plus l'antériorité et l'expérience des parents comme des valeurs sûres et conteste aujourd'hui l'autorité. Donc ça, ce que je dis, c'est propre à notre société occidentale et individualiste, quoi, en Europe, aux États-Unis, etc. Puisqu'en fait, les jeunes sont très à l'aise avec les technologies du numérique, ils vont créer de nouvelles règles et de nouveaux codes. Comme ils ont l'information à portée d'écran, à portée de clic, ils vont remettre en cause le savoir et l'autorité de leurs aînés, les parents, les professeurs, les managers, l'entreprise, l'État, l'Église, au nom d'autres sources comme Internet et les réseaux sociaux numériques. Donc, est-ce qu'on est face à une crise de l'autorité ou plutôt on est face à une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité? En fait, aujourd'hui, l'autorité est en crise. On est passé d'une société hiérarchique verticale à une société beaucoup plus transversale, grâce notamment à Internet et aux réseaux sociaux. On est face à une nouvelle démocratie du savoir qui est en marche et qui est fondée sur la compétence. Donc les enfants issus de la génération Z vont faire face à d'autres formes d'autorité qui sont même bien plus puissantes, qui ne sont pas fondées sur des légitimités comme le savoir ou le bien commun, mais qui vont être fondées par exemple sur des expériences humaines ou des personnalités ou des compétences comme des soft skills, l'empathie, l'ouverture d'esprit, l'écoute, le fait de se mettre à la place de l'autre. Et donc, les jeunes vont préférer une autorité de compétence à une autorité de fait. Dans leur esprit, il ne suffit plus d'être un chef. L'autorité, elle doit se gagner par l'expérimentation. Le pouvoir, il est dans les mains de celui qui sait partager et qui sait transformer la connaissance plutôt que celui qui possède le savoir. Et donc, il faut renverser les pyramides. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance et mettre même les jeunes au cœur des processus de transformation dans les entreprises. Et donc, les entreprises qui sont les plus attractives pour cette nouvelle génération, ce sont les entreprises qui sont organisées selon des modèles agiles. Et on évoque d'ailleurs le modèle agile comme la nouvelle posture de réussite managériale, hein. Les collaborateurs, les jeunes collaborateurs, ils ont besoin de ressentir le chef au-dessus d'eux. Ils ont besoin de hiérarchie, mais c'est un autre rapport à la hiérarchie. Ils ont besoin d'être dans, euh, dans une hiérarchie qui est plus transversale, qui est plus agile. Il faut inventer de nouvelles façons de travailler qui soient plus humaines, sur la confiance, par exemple, mutuelle. La culture managériale, elle doit évoluer pour répondre aux nouvelles attentes de cette nouvelle génération, en prenant en compte, par exemple, les besoins émotionnels. Aujourd'hui, on parle de management émotionnel ou de management par les émotions. Et donc, des études voilà, que j'ai pu mener montrent à peu près que 50% des managers et 48% des juniors placent la capacité à travailler en équipe et le sens des responsabilités en priorité dans leurs attentes respectives. Et donc, on voit que le manager n'est plus reçu ou perçu comme l'expert de son métier, mais plutôt un bon manager pour un jeune, c'est un leader qui doit être inspirant. C'est un manager coach qui est doté de nouvelles compétences, la confiance, l'écoute, l'empathie, l'esprit critique, la pédagogie, l'esprit constructif ou encore le respect. Donc on voit que justement le rapport à l'autorité a évolué, on passe d'une autorité de fait à une autorité qu'on pourrait qualifier de relationnelle. Mhm. Pourquoi cette génération dérange-t-elle tellement selon vous et quelles menaces représente-t-elle et pour qui? Alors, je ne pense pas que cette génération dérange, mais je pense qu'elle peut déranger pour ceux qui ne cherchent pas ou qui ne la comprennent pas. Oui. Et donc, il est important, et c'est ça aussi d'être un bon leader, c'est de sans cesse se remettre en question, de se remettre en cause. Et dépasser les stéréotypes et les préjugés que l'on peut avoir sur cette génération. Parce que très souvent, quand on lit des articles dans les médias ou qu'on voit des études, très généralement, on tend à les qualifier avec des adjectifs, voilà, qui peuvent être un peu péjoratifs. Ils sont rebelles, ils remettent en cause l'autorité, ils sont paresseux, ils sont fainéants, ils sont zappeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on doit rester sur ces terminologies-là ou est-ce qu'on doit essayer de les comprendre pour dépasser des stéréotypes et se poser véritablement la question de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils attendent du travail? Et le point de départ, c'est pas la génération. On voit bien que le point de départ, ce sont toutes les mutations que l'on a vécues
dans nos sociétés. On parle de hypermodernité, de post-matérialisme, de nouveaux rapports à l'autorité, d'hypermédiatisation, etc. Et ça, toutes les générations l'ont vécu. Sauf que les jeunes aujourd'hui, dès le plus jeune âge, ils sont porte-parole des changements sociétaux que l'on vit. Et donc, ils ont d'autres attentes dans l'entreprise. Et donc, je pense que une entreprise qui ne se remet pas en cause dans ses processus de recrutement, qui se dit, bah voilà, c'est plutôt aux jeunes de s'adapter qu'à nous, ces entreprises-là vont quand même aller droit dans le mur, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de s'adapter à cette génération et on est obligé quand même de se re-questionner en se disant comment je peux travailler sur ma marque employeur pour être plus attractif et pour attirer cette génération-là, via des processus d'onboarding, via des processus de recrutement plus agiles, mais aussi plus flexibles, plus humains. Réfléchir aussi à l'engagement. Pourquoi ces jeunes arrivent dans l'entreprise mais ne restent pas? Comment peut-on les fidéliser? Comment peut-on les engager? Et ça, c'est une autre question clé que se posent d'autres managers en disant on n'a pas de problème pour les recruter, mais on a un problème pour les engager et les motiver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour fédérer les équipes, pour travailler l'esprit d'équipe qui soit plus fort, pour peut-être revoir nos contrats, pour revoir la flexibilité, les horaires, apporter plus de solutions dans l'entreprise, faire attention au bien-être, à la santé mentale de nos collaborateurs, travailler sur les missions, sur les formations qui soient en adéquation avec leurs attentes. Voilà, il y a énormément de questions qui se posent et je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir aussi les business models, les modes de management. Et jusqu'alors, je n'ai jamais été confrontée dans les entreprises à des chocs générationnels, mais j'étais plutôt confrontée à des personnalités peut-être trop strictes de certains voilà, collaborateurs ou dirigeants, ou à des modes de management qui ne sont plus dans l'air du temps, sur lesquels il faut réfléchir, il faut se remettre en question sur des modes de management qui peuvent être un petit peu trop archaïques, basés sur trop de rigidité ou strict. Et pour pouvoir évoluer justement par rapport à eux, on a besoin de comprendre aussi probablement ce que cette génération peut nous apporter. Bah, quand on parle de jeunesse, on parle de nouveauté, de créativité. Les jeunes aujourd'hui, ils sont très créatifs, ils sont très dans la créativité. C'est pourquoi ils aiment beaucoup les réseaux sociaux. Ils adorent challenger, mettre en œuvre de nouvelles vidéos et les faire partager, par exemple, sur les réseaux comme TikTok, comme Snap, comme Instagram. Ils ont des compétences qui sont plus importantes dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, tout ce qui est responsabilité sociétale, écologique des entreprises. Ils aiment travailler là-dessus. Et moi, je le vois aussi en tant que professeur en école de commerce. Tous les projets liés à la RSE, les jeunes en connaissent même plus que nous et peuvent véritablement s'impliquer sur ces questions-là. Ils ont aussi des compétences dans le domaine des langues, parce qu'en fait, ils voyagent, ils bougent, ils sont sur les réseaux, donc l'internationalisation fait partie de leur ADN. Et donc aujourd'hui, on reconnaît aussi que les jeunes, malgré voilà, leur jeune âge, ont des compétences parfois qui peuvent être plus accrues que les autres générations. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas se dire qui est plus fort que qui, mais c'est savoir comment travailler ensemble pour aller sur l'intergénérationnel via le mentoring, via des ateliers. Enfin, il y a plein de techniques qui permettent de mieux travailler ensemble et de mieux s'écouter pour mettre en œuvre ou dresser un portrait des compétences transversales ensemble. On sait très bien que des entreprises qui sont multigénérationnelles, voilà, avec des collaborateurs de différents âges. Pour 90% d'entre elles, elles sont plus compétentes et plus innovantes que des entreprises qui vont être uniquement sur un type de génération. C'est pareil, voilà, on a les mêmes conclusions sur la mixité, on a les mêmes conclusions sur l'âge. Donc, comment travailler ensemble, comment aller de la génération Z à plutôt l'intergénérationnel. Et au fil de vos recherches, est-ce que vous avez le sentiment que cette génération fait bouger les lignes? Bien sûr, cette génération fait bouger les lignes parce qu'en fait, elle a un autre rapport au travail et donc aujourd'hui, elle nous questionne beaucoup. Et les dirigeants qui me demandent voilà, d'intervenir dans les entreprises via des tables rondes, via des conférences, via des éclairages, ils ont besoin aujourd'hui de comprendre qui véritablement elle est, parce qu'ils se disent aujourd'hui, on se sent perdu face à des jeunes qui ont d'autres attentes, d'autres motivations, d'autres comportements. Ils nous posent parfois des questions qu'on ne comprend pas, ils peuvent nous surprendre. Et on le voit déjà avec nos propres enfants dans la société. Hein. Certains dirigeants sont voilà, aussi grands-parents ou ils ont des adolescents à la maison. Ils se disent, on voit déjà avec nos enfants comment le monde évolue.
Et donc, on se dit même demain, comment ça va évoluer tout ça avec le monde du travail. Donc, bien sûr, on n'a plus le choix aujourd'hui de les comprendre et de s'adapter pour mieux travailler ensemble et essayer aussi de nouvelles recettes dans le monde du travail. Et si on dézoome un tout petit peu du monde du travail, en quoi le rapport au travail de cette génération peut-il faire évoluer les normes sociales plus globalement? Alors moi, je dirais que c'est pas forcément dans ce sens-là, c'est plutôt l'approche, c'est plutôt d'abord de comprendre les jeunes dans la société pour comprendre comment justement ils font bouger les Oui, normes pour le travail. Et c'est ça l'approche que j'ai. Et j'ai abordé mon dernier ouvrage, Manager la génération Z en entreprise, qui est sorti en octobre 2023 chez Duno, avec une approche à chaque fois très transversale. En tant que sociologue, je comprends les jeunes dans la société, le rapport au digital, comment ils utilisent le smartphone, en quoi le smartphone fait partie intégrante de leur vie, le rapport à la société, on pourrait dire post-matérialiste. Est-ce que l'important, c'est la consommation, c'est le fait de consommer ou c'est le fait de partager, de collaborer? On est dans une société de la collaboration. Voilà, c'est quoi leur nouveau rapport à la consommation? Est-ce que la consommation est une fin en soi ou c'est un moyen pour eux de s'épanouir, de s'autonomiser, d'expérimenter de nouvelles choses? Donc voilà, avec par exemple les produits seconde main. Aujourd'hui, Vinted, voilà, qui fait partie aussi intégrante de leur vie. Et donc, on va aussi avoir des jeunes entrepreneurs là-dedans. Le rapport à l'autorité, à la modernité. Aujourd'hui, on voit que dans notre famille, le rapport à l'autorité a évolué, les relations entre les parents et les enfants évoluent. Le rapport au bonheur, pour eux, le bonheur, c'est quoi? Vivre l'instant présent. Comment ils se projettent dans l'avenir? Comment ils se projettent dans les loisirs? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Le rapport à l'école, aux copains, au groupe de pairs. Voilà, donc l'important, c'est de comprendre tous ces phénomènes-là et comment les jeunes évoluent dans la société, puisqu'en fait, ils vont développer des habilités, des caractéristiques qui sont clés et qui vont être des tremplins ou des grilles de lecture pertinentes sur demain leur rapport au travail et la manière avec laquelle ils vont travailler en entreprise, ils vont gérer des relations avec leurs collègues, ils vont gérer la relation avec leur manager. Le rapport à l'engagement et à la fidélité va être différent. Pourquoi? Parce qu'elle est différente dans le rapport à la société, au magasin, à l'ancienne. Donc, on va avoir le même rapport dans le monde du travail. Donc oui, c'est important d'avoir une approche holistique, d'avoir une approche systémique, globale, transversale, à la fois dans la société, pour mieux comprendre le rapport des jeunes ensuite au travail. Et ça, c'est l'objectif de toutes les recherches que je mène sur cette génération-là. alors pour terminer, toutes les générations ont bousculé un ordre qui semblait pourtant naturel à leurs aînés, hein, vous l'avez rappelé, hein. Et d'ailleurs parfois ça s'est passé même dans la violence. Comment concilier la vision du monde des Z avec celle des générations précédentes? Et ce sera donc ma dernière question. Je pense qu'il ne faut pas scinder les générations. Et c'est pourquoi parfois il faut peut-être dépasser le stade de génération, parce qu'autrement, on va être sur une segmentation générationnelle et on va couper. Pour moi, il faut avoir une approche transversale, et c'est aussi l'objectif de mon prochain bouquin, c'est de passer de la génération Z à l'intergénérationnel. Comment donc travailler ensemble, dépasser les stéréotypes qu'on peut avoir à la fois sur les jeunes, mais aussi sur les seniors, parce qu'on a aussi des stéréotypes sur les seniors, et parfois on se dit, voilà, et pourtant ils apportent aussi énormément à l'entreprise. Et donc, je pense que une manière de concilier, c'est savoir se dire comment travailler ensemble. Et il y a des entreprises, par exemple, qui m'ont dit, par exemple, ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est travailler sur des processus de onboarding où on va être aussi sur du tutorat, c'est-à-dire qu'un jeune va travailler et va rentrer dans l'entreprise avec un coach qui sera tuteur et qui ne sera pas de la même génération que lui, qui sera plus ancien, pour justement savoir s'écouter les uns les autres et savoir quels sont les transferts de compétences que l'on peut s'apporter, de compétences, mais aussi de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, d'une génération à l'autre. Et donc aujourd'hui, on parle de socialisation des seniors vers les plus jeunes, mais aussi de socialisation inversée des plus jeunes vers les plus anciens. Et donc, il faut avoir une approche très holistique, très globale, en se disant comment on peut apporter ensemble des compétences les uns aux autres au travers une approche très intergénérationnelle. Donc, ne plus segmenter, ne plus avoir uniquement une grille de lecture par génération, mais avoir une grille de lecture qui soit beaucoup plus globale. Et c'est ce que les entreprises sont en train de faire aujourd'hui. Oui. Enfin, en tout cas, elles se questionnent là-dessus. Comment comprendre les jeunes et comment travailler ensemble et mieux s'adapter à eux. Pour sortir des stéréotypes. Donc, ce sont des pistes intéressantes. Ben, merci, Élodie, Gentina, pour la prise de hauteur que vous nous offrez sur la génération Z et pour cette mise en perspective par la compréhension du rapport au monde de ces jeunes. Je rappelle le titre de votre livre, Manager la génération Z, aux éditions Duno, une lecture que je recommande à tous ceux qui s'intéressent aux enjeux sociétaux et bien sûr aux nouveaux défis du monde du travail. Merci beaucoup. Merci à vous.
Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.